Alors, je suis content d'être avec vous aujourd'hui sur ce salon Livre en Marche. Voilà, moi je suis pharmacien, donc j'ai utilisé et j'ai évidemment étudié les médicaments traditionnels à la faculté de pharmacie à Lyon où j'ai fait mes études. Et puis par la suite, j'ai découvert l'aromathérapie après avoir commencé à travailler, en me rendant très très vite compte que c'était une thérapeutique puissante, efficace, avec peu d'effets secondaires quand on sait bien utiliser les huiles essentielles, et ça c'est tout le point, le point crucial quand on utilise l'aromathérapie, et puis finalement avec un coût assez bas. Donc je me suis dit, là il y a une thérapeutique qu'il faut exploiter, qu'il faut creuser, donc je me suis formé en aromathérapie, et j'ai donc, comme le disait Marie aujourd'hui, la chance de pouvoir former à mon tour mes collègues pharmaciens pour utiliser une thérapeutique que je trouve très belle, plus saine et souvent bien complémentaire à l'allopathie. Donc je vais vous la présenter sur ces quelques diapos. Alors l'aromathérapie, vous le savez, on en parle de plus en plus aujourd'hui, comme si c'était un phénomène de mode, mais finalement quand on remonte un petit peu les pages de l'histoire du médicament, eh bien on s'aperçoit que les plantes aromatiques nous ont accompagnés depuis toujours pour mieux vivre, et si on remonte au tout début de l'histoire des plantes, on remonte jusqu'à l'époque biblique, où on trouve les traces de plantes comme la myrrhe, le cyste, etc., qui nous ont accompagnés, qui ont traversé les siècles et qui sont encore présentes aujourd'hui dans les flacons d'huile essentielle pour nous soigner de manière assez globale. Vous allez le voir, l'aromathérapie est vraiment une discipline qui traite la pathologie dans sa globalité. Donc finalement, ce n'est pas tant un phénomène de mode que ça, mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce qu'on cherche un mode de vie plus sain. Alors, ce petit exposé va s'articuler en 3 parties. Je vais vous rappeler ce qu'est une huile essentielle, ce qui la distingue des essences, comment bien utiliser vos huiles essentielles, et ensuite les 10 huiles, disons, indispensables que vous pourriez avoir chez vous pour soigner la plupart des pathologies du quotidien. Alors, une huile essentielle s'obtient par distillation. Donc, je vous rappelle rapidement ce qu'est la distillation. Donc, sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur d'eau. Elle va ensuite passer dans la seconde cuve dans laquelle on a mis les plantes aromatiques que l'on souhaite distiller. Ce mélange vapeur d'eau et molécules aromatiques arrive dans un 3e récipient dans lequel circule de l'eau froide. Donc, ce mélange sous forme de vapeur repasse à l'état liquide, contenant donc de l'eau et les huiles essentielles. Ce qui flotte à la surface, vous le savez, c'est l'huile, souvent plus légère que l'eau. Et ce qu'on a en dessous, c'est l'eau florale, qu'on appelle souvent l'hydrolat. Vous connaissez l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, l'eau de camomille, voilà, l'eau de il y en a plein, hein, d'orange douce, etc. Donc on a toujours ce couple, huile essentielle et eau florale. Voilà les 2 premiers produits aromatiques que l'on obtient par distillation. Celui-ci très concentré en molécules aromatiques et celui-ci très très peu concentré en molécules aromatiques, donc on pourra utiliser chez une population plus à risque, notamment le nourrisson ou la femme enceinte. Le 3e produit aromatique qui existe, c'est l'essence. Alors une essence ne s'obtient pas par distillation mais par expression des zestes d'agrumes. C'est tout simple, hein, vous avez déjà tous et toutes plié de l'écorce zeste d'orange douce, il y a un petit liquide qui sort, c'est l'essence qui est contenue dans les poches à essence. Voilà, donc quand on parle d'essence, en fait, cela concerne uniquement les agrumes que sont le citron, l'orange, le pamplemousse, la bergamote, la mandarine, etc. Donc ces produits-là, il faudra être particulièrement vigilant quant à leur utilisation, puisqu'ils peuvent nous exposer à un risque de photosensibilisation, donc un risque de taches sur la peau lorsqu'on s'applique ces produits-là et qu'on va s'exposer ensuite au soleil dans les 3 heures qui suivent leur application. Donc on les recommande généralement le soir. Alors, ce qui est important quand on veut se soigner sainement, c'est d'utiliser des huiles essentielles de qualité. Vous savez qu'on les trouve dans les supermarchés, en pharmacie, dans des boutiques bio ou directement chez des petits producteurs qui vous donnent des huiles essentielles très qualitatives, parce que sur l'aromathérapie, il faut être prudent, il y a des huiles qualitatives et d'autres moins qualitatives. Donc demain, si vous voulez acheter des huiles essentielles, comment reconnaître sur les flacons une huile essentielle de qualité ? D'abord, il faut savoir que chaque plante a un nom latin en 2 parties, nom de genre, nom d'espèce, Eucalyptus radiata, qui précise
exactement de quel végétal vient cette huile essentielle. Ça, c'est un critère qui est important. On ne peut pas parler d'eucalyptus, parce qu'en fait, il y en a à peu près 150. Donc, il faut savoir de quel eucalyptus on parle précisément. La notion de terroir, c'est très important. Finalement, une huile essentielle, c'est comme un vin. En fonction de l'origine géographique, du climat, de la composition du sol, de l'enrichissement en certains minéraux, de l'ensoleillement, la composition du sol, et bien, tout cela fait que l'huile essentielle n'aura pas la même composition. Par exemple, si vous plantez 3 graines de romarin, une au Maroc, une en Corse et une en Espagne, vous aurez 3 huiles essentielles complètement différentes. Donc il faut savoir d'où vient l'huile essentielle pour connaître sa composition, donc ses propriétés. C'est le cas du thym, du romarin, des lavandes, etc. La qualité et le savoir-faire du producteur sont des critères indispensables qui vont directement influer sur la qualité de l'huile essentielle. Est-ce qu'il part d'une plante fraîche ou d'une plante qui a été séchée? Est-ce qu'il utilise une cuve en cuivre ou en inox? Et combien de temps il va distiller sa plante? Comment il va la stocker, la conditionner, la transporter? Donc ça, le savoir-faire du distillateur va influer aussi directement sur la qualité de l'huile, et ça, vous pouvez le sentir, ne serait-ce qu'en ouvrant un flacon. Le critère olfactif, c'est aussi un critère de qualité de vos huiles essentielles. Alors le bio, est-ce que c'est important ou pas? Évidemment, quand on fait de l'aromathérapie, c'est très important. Il faut savoir que les agriculteurs qui utilisent des pesticides, des insecticides, des fongicides, des cires et autres produits pour nous permettre d'avoir de beaux fruits et légumes sur les marchés, donc utilisent des produits qui sont lipophiles, c'est-à-dire solubles dans les huiles, donc dans les huiles essentielles. Prudence, parce que la distillation ne permet pas de détruire ces pesticides. Ce sont donc des produits que l'on retrouve dans les huiles essentielles. Or, ces produits-là passent partout dans le corps, comme les huiles essentielles qui les transportent. Donc du coup, prudence, parce qu'on en parle de plus en plus de ces molécules comme des perturbateurs endocriniens, au mieux ou au pire, des agents potentiellement cancérigènes. Donc quand on choisit d'utiliser des huiles essentielles de qualité, le critère bio est un critère de qualité majeur. Les labels HEBBD et HECT sont des critères que certains laboratoires s'auto-approprient. Alors cela veut dire, pour le premier, huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie, et huile essentielle chémotypée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on sait exactement ce qu'il y a comme molécule dans l'huile essentielle. Pour faire le parallèle avec un médicament, tout le monde sait que dans le Doliprane, il y a du paracétamol. Eh bien, dans une huile essentielle, il y a à peu près, on va dire, au moins une centaine de molécules, ce qui explique qu'elles ont toutes plusieurs indications, d'accord? Et l'ensemble de ces molécules, on verra, s'appelle le chémotype. Donc quand vous avez ces critères-là, ces labels-là sur vos huiles essentielles, cela veut dire que le laboratoire qui les commercialise a vérifié que la composition était bien celle attendue. Donc c'est un critère qui est différent du bio. Là, on a un critère qui vous donne une assurance sur la composition chimique de l'huile essentielle, afin que s'autodépose le laboratoire qui commercialise, ou la société qui le commercialise. Et là, on a un critère qui est le bio, qui est imposé par un organisme certificateur complètement différent du laboratoire qui la commercialise et qui garantit l'absence de pesticides à l'intérieur. Ce sont deux critères complémentaires qui définissent la qualité des huiles essentielles. Ce qu'il faut éviter, ce sont les huiles essentielles, on va dire, modifiées. Les huiles essentielles déterpénées, reconstituées, donc assemblées puis mélangées dans un flacon et commercialisées, ou les huiles essentielles brûlées, qui ne sont bien sûr pas des huiles essentielles, j'ai envie de vous dire, originales, qui sont des mélanges ou des modifications d'huile essentielle. Ce sont des produits beaucoup moins qualitatifs. Ça, on le sait comment? Alors, elles sont déterpénées, reconstituées, brûlées. Alors, généralement, ce qu'on trouve en pharmacie ou chez les producteurs ne sont pas des huiles essentielles, ce ne sont pas des huiles essentielles modifiées. Sur certains emballages de médicaments, à base d'huile essentielle, c'est clairement écrit. Voilà, je pense à un spray pour le nez bien longtemps commercialisé en pharmacie, qui l'est toujours, c'est clairement écrit, l'huile essentielle de géranium déterpénée. Donc en fait, ça veut dire qu'on a enlevé les terpènes. En fait, ce sont ces terpènes qui sont thérapeutiques. Alors certes, on limite peut-être le risque d'allergie, mais on limite surtout l'efficacité du produit. Très bien.
Alors, la notion de chémotype, c'est un mot clé quand on fait de l'aromathérapie. C'est pas une notion compliquée, ça veut dire tout simplement ce qu'il y a dans l'huile essentielle. L'ensemble des molécules présentes dans l'huile essentielle et qui lui confèrent, pour les principales, son activité thérapeutique. Voilà, ça a été mis au point par un chimiste dans les années 70, Pierre Franco, à qui on doit cette notion très importante de composition de l'huile essentielle. Alors aujourd'hui, les huiles essentielles sont un peu présentes partout. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces huiles essentielles? Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. En tant que pharmacien, je suis obligé de vous dire en premier qu'on s'en sert pour soigner. On s'en sert pour soigner, pas tout, mais presque tout. Vous retrouverez dans le guide Terre Vivante des huiles essentielles à peu près 400 pages sur quoi faire avec les huiles essentielles, notamment toute une partie, toute une entrée par sphère pathologique, puisque les huiles essentielles permettent de traiter la plupart des pathologies hivernales. Rhume, rhinite, sinusite, trachéite, angine. Et l'intérêt, c'est qu'on évite la prise d'antibiotiques. Ça, c'est un sujet auquel je suis assez sensible, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'utilisation majeure et inappropriée des antibiotiques entraîne des résistances, donc des germes qui deviennent, qui survivent à l'usage des antibiotiques, ce qui crée donc des bactéries résistantes qui sont à l'origine aujourd'hui de 700 000 décès et demi par an. Ça veut dire que dans 30 ans, mes enfants ou vos enfants, s'ils vont pour leurs enfants chez le médecin pour une otite, que va donner le médecin si l'antibiotique ne marche plus dans 30 ans? Aujourd'hui, si le Clamoxyl marche, on en est bien content, mais dans 30 ans, ça se trouve, ça ne marchera plus. Qu'est-ce qu'on pourra même utiliser d'autre que les huiles essentielles? Donc c'est une thérapeutique qui évite le recours aux antibiotiques, qui est tout aussi thérapeutique, voire plus, mais qui est au-delà de son efficacité, et vous allez le voir, une thérapeutique globale, je le répète, mais elle permet par exemple de détruire dans le cadre d'une angine les bactéries, les virus, tout en calmant la douleur. Donc vous avez tout dans une goutte d'huile essentielle, par exemple de thym à tujanol, de thym à linalol. Alors on pourrait aussi traiter d'autres pathologies, on traite de manière assez efficace l'anxiété, les troubles du sommeil, les plaies et les autres pathologies cutanées comme les mycoses, les ulcères, les problèmes d'acné. On traite également les troubles de la circulation, les pathologies douloureuses, donc on est très fort sur la douleur et on est très fort également sur d'autres sphères thérapeutiques, notamment les huiles qui peuvent accompagner la femme tout au long de sa vie, l'enfant, notamment dès 3 ans, c'est possible. Et on peut traiter énormément de pathologies jusqu'à l'accompagnement du patient cancéreux. On n'a pas encore d'huile essentielle anticancéreuse, mais ça va venir. Par contre, on a des huiles essentielles qui permettent d'accompagner un peu mieux ce genre de pathologie-là. Et lorsque les services hospitaliers se mettent à utiliser les huiles essentielles, on a une efficacité remarquable et une diminution des coûts de traitement tout aussi remarquable. Alors, les huiles essentielles, on a aussi des produits de soins, des produits cosmétiques, puisque certaines ont des capacités pour réparer, pour régénérer la peau, pour la cicatriser. Donc, dès qu'on se met à associer des huiles essentielles à visée cosmétique dans des huiles végétales, comme l'huile d'argan, l'huile de noyau d'abricot, l'huile de rose musquée, là on a des résultats thérapeutiques cosmétiques hors normes. Pour moi, c'est les meilleurs soins cosmétiques du marché, et en plus qui sont sains. Alors on peut aussi en faire des produits ménagers. Le citron, c'est l'huile essentielle la plus polyvalente qu'on peut utiliser en cuisine à la place des produits type, je sais pas moi, Javel ou d'autres produits qui ont une toxicité importante. Là, on a des produits sains qui, en plus d'être efficaces pour nettoyer, parfumer agréablement la maison, ne sont pas des perturbateurs endocriniens. On peut aussi utiliser les huiles essentielles pour soigner nos animaux de compagnie, notamment le chat, le chien et le cheval. À savoir que tous ces aspects-là sont référencés dans le livre que j'ai le plaisir d'écrire avec Françoise Quick, le guide vivant des huiles essentielles. Et puis je voudrais vous parler aussi de l'olfactothérapie. C'est un domaine que j'ai surtout découvert en écrivant ce livre, parce que pour la petite histoire, c'est 2 ans de travail principalement nocturne ce livre. Donc du coup, quand on écrit la nuit, il faut rester éveillé. Et sachez que les huiles essentielles modulent le comportement et certaines d'entre elles sont capables de vous maintenir en éveil. Par exemple, la menthe poivrée, le pin sylvestre, l'épinette noire, ce sont des huiles qui boostent votre tonus uniquement par olfaction.
Donc ça, c'est un exemple pour vous illustrer le fait que les odeurs modulent notre comportement. Mais vous le savez déjà, si vous entrez dans une pièce et que ça sent brûler, vous vous mettez en alerte. Vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose, d'où vient le feu, etc. Il y a plein d'illustrations comme ça, de ce sens qu'on sous-estime, qui est majeur et qui sait aussi moduler notre comportement. On pourrait gérer, par exemple, avec les huiles essentielles, le stress au travail, la dynamique au travail, la capacité à encadrer une équipe de travail, avec du cyprès, de la lavande, de la mandarine, voilà. Donc il y a plein d'huiles essentielles qu'on utilise pour moduler le comportement, le lâcher prise par exemple. Et puis d'autres qu'on utilise en cuisine, qui sont aussi répertoriés ici. Donc si un jour l'envie vous prend de faire une mousse au chocolat à l'orange, ou à la mandarine, ou au citron, n'hésitez pas, par contre, la règle d'or, comme d'habitude en aromathérapie, une goutte, c'est pas 2 gouttes. 3 gouttes de gingembre, vous pouvez recommencer votre plat. Donc soyez vraiment prudents. S'il y a des comptes-gouttes sur les flacons d'huile essentielle, c'est parce qu'il y a un mot qui est d'or quand on fait de l'aromathérapie, c'est prudence. Comme le dit souvent ce dicton, finalement, pour un médicament, ce qui compte, c'est la dose. C'est pas la drogue qui fait le poison, c'est la dose. Et bien en aromathérapie, c'est pareil. Par contre, c'est difficile parfois sur certains flacons de n'obtenir qu'une goutte. Oui, parce que comptez une goutte, il en tombera 2. Mais 2, c'est bien, pas plus. Okay. Et c'est vrai que certaines sont très fluides et s'écoulent très vite. D'autres sont plus difficiles, alors on agite le flacon et tout d'un coup. Donc il faut un petit peu d'entraînement. Alors comment bien les utiliser, ces huiles essentielles? Eh bien, là on a été très pédagogique dans le livre. Ce qu'on a voulu, c'est transmettre à nos confrères pharmaciens ou au grand public comment bien utiliser ces huiles essentielles. Et vous verrez, donc tout au long du livre, il y a 4 logos qui vous permettent de bien vous repérer pour chacune de ces utilisations. C'est la voie orale, la diffusion, la voie transcutanée et le bain. Donc la voie orale, héritière de l'école française, consiste à avaler des huiles essentielles, par exemple dans une cuillère de miel ou dans une cuillère de sucre glace, sur un petit morceau de pain, dans une cuillère d'huile végétale. On évite, voire on n'utilise pas les huiles essentielles par voie orale de façon pure dans la bouche. Il y a un risque d'irritation des voies oro-digestives, voire de brûlure. Donc on va les diluer, et je trouve que le miel est ce qui est le plus approprié pour camoufler le goût souvent bien fort des huiles essentielles. Pas de voie orale avant 6 ans. De toute façon, les enfants auront du mal à avaler ces huiles essentielles qui ont un goût souvent trop fort. Donc ce qu'on utilisera pour eux, c'est plutôt la voie transcutanée. C'est la voie la plus appréciée. Pour les enfants, un massage est beaucoup plus facilement accepté qu'une voie orale. Par contre, sachez qu'un massage pour les enfants au niveau de la voûte plantaire donne la même absorption que la voie orale. Donc les huiles essentielles passent aussi bien dans le corps en massant la voûte plantaire que par voie orale, que par la bouche. C'est la voie qui est la plus appréciée puisqu'elle permet de faire passer plus d'huile essentielle dans le corps que par voie orale et qu'elle permet de profiter du plaisir des odeurs et du massage, donc c'est thérapeutique des huiles essentielles. La troisième façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est la diffusion. Alors vous savez qu'il existe 2 types de diffuseurs, ceux qui humidifient les pièces, donc les diffuseurs humidificateurs, et les diffuseurs non humidificateurs, donc qui diffusent l'huile essentielle pure. Donc c'est beaucoup plus thérapeutique, beaucoup plus puissant. Ça s'adresse à des superficies beaucoup plus larges, mais c'est bien sûr en contrepartie beaucoup plus gourmand en huile essentielle. Et puis l'inhalation humide, donc qui permet d'humidifier une pièce. Ce qui existe aussi, donc, c'est l'inhalation. Vous avez tous inhalé des huiles essentielles dans un bol d'eau chaude. Il existe aussi une inhalation sèche sur un mouchoir ou sur un stick inhaler, comme le Vicks Inhaler par exemple. Vous connaissez ce petit bâtonnet là, avec des huiles essentielles? Simone, vous le connaissez bien? Un classique. Un classique. À savoir que Terre Vivante a eu l'astucieuse idée de sortir le livre pour les fêtes de fin d'année dans une grande boîte permettant de ranger les huiles essentielles. On appelle ça une aromathèque, avec 3 huiles essentielles. Il y a des flacons vides pour faire des mélanges, et vous retrouverez dedans, ce qui est assez rare à trouver facilement, un inhaleur neutre, donc avec une mèche sur laquelle vous pouvez mettre les huiles essentielles que vous voulez pour l'action que vous souhaitez. La lavande et l'orange douce ou la mandarine pour leur effet anxiolytique contre le stress, voire pourquoi pas l'épinette ou la menthe poivrée, au contraire pour donner du tonus et maintenir en éveil.
Donc ça, ce sont des exemples d'inhalation sèche. On va se servir d'un diffuseur pour assainir une pièce, donc détruire les germes présents dans l'atmosphère, avec de l'eucalyptus radié, du ravensara par exemple, ou pour la parfumer simplement, avec de l'ylang-ylang, de la mandarine, du citron. À savoir qu'un diffuseur ne tourne jamais en permanence, c'est toujours un quart d'heure toutes les heures, 3-4 fois par jour, quand il y a les adultes. C'est possible chez l'enfant, il faut retenir la barrière des 6 ans, on pourra diffuser avant 6 ans, mais uniquement 5 minutes et en absence de l'enfant, ou à partir de 6 ans, 5 minutes toujours, mais cette fois en présence de l'enfant. Pour la peau, bien sûr, ce qu'il faut utiliser, c'est des huiles essentielles pures ou diluées sur la peau. La plupart se diluent. Et puis le bain, c'est plus rare comme utilisation sur les huiles essentielles, mais ça permet donc une utilisation pour se détendre, voire assainir les voies respiratoires, relâcher les muscles. Ce qu'il faut toujours, quand on utilise des huiles essentielles dans le bain, c'est s'assurer qu'elles ne brûleront pas la peau, qu'elles ne vont pas l'irriter. Donc choisir des huiles essentielles adaptées à un usage balnéaire, et puis les diluer. Alors vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, donc on utilisera soit des bases neutres pour le bain, soit des gels douche ou des shampoings qui vont créer donc, ce qu'on appelle une émulsion de l'huile essentielle dans l'eau, pour ainsi diluer les huiles essentielles dans l'eau du bain et éviter les irritations ou les brûlures. Le gros sel, c'est bien également? Alors le gros sel permet de faire des sels de bain aromatisés aux huiles essentielles. Donc du coup, on va utiliser par exemple une petite bouteille propre dans laquelle on va mettre du gros sel, on va y ajouter des huiles essentielles et tous les jours pendant une semaine, on va agiter ce mélange pour bien répartir les huiles essentielles et ensuite on pourra utiliser ce mélange coloré, si on veut, dans l'eau du bain. Voilà. Alors, quelques précautions d'emploi quand on fait de l'aromathérapie. Il y a quelques patients qui sont à risque, chez qui on va déconseiller ou contre-indiquer les huiles essentielles, notamment la femme enceinte et allaitante, le patient asthmatique, le patient épileptique, et par précaution, l'enfant en dessous de 12 ans. Alors, l'enfant, c'est possible, à condition de bien connaître les huiles essentielles. Prudence toutefois, chez l'enfant, quand en cas d'allergie, évidemment, à une huile essentielle, on évitera d'utiliser cette huile essentielle. Comme je vous le disais, toujours bien respecter les doses. Une goutte, ce n'est pas 2 gouttes, donc prudence. Et puis, ce que je voudrais vous dire, c'est quelque chose que je trouve très important, qui est à l'origine de beaucoup de problèmes ou de mésusage des huiles essentielles. Une plante fraîche ou une plante sèche, ce n'est pas une huile essentielle, même si elle porte le même nom. J'explique. Vous pourriez par exemple avoir le loisir de récolter une branche de thym dans votre jardin et d'en faire une tisane. Donc vous plongez la petite branche de thym avec un peu de sucre dans un bol d'eau chaude et c'est bien connu pour assainir les voies respiratoires. On pourrait aussi décider d'utiliser un clou de girofle, donc le bouton floral desséché, au niveau dentaire pour apaiser une douleur ou désinfecter la zone concernée. On pourrait aussi choisir d'utiliser une tisane de camomille dans les yeux pour décongestionner ou s'endormir plus facilement le soir. Mais une huile essentielle de thym, ou une huile essentielle de clou de girofle, ou une huile essentielle de camomille, ce n'est pas une tisane ou un bouton floral ou une branche de thym, même si les plantes portent le même nom. Même si sur votre boîte de tisane de thym, c'est marqué thym, et sur votre flacon d'huile essentielle, c'est marqué thym. Ça porte le même nom puisque ça vient de la même plante, mais ce n'est pas la même chose. Il y a juste une distillation entre les deux qui a extrait les molécules aromatiques et qui les a concentrées dans un flacon. Donc du coup, les modes d'utilisation changent. Donc on ne met pas 2 gouttes de thym dans un bol d'eau chaude parce que ce n'est pas la branche de thym. On ne met pas une goutte d'huile essentielle de clou de girofle pure sur les gencives parce qu'on risque une brûlure. Et on ne met pas d'huile essentielle de camomille dans les yeux parce que là aussi, on risque une brûlure. Alors ça peut vous faire sourire, mais malgré tout, quand on appelle le centre anti-poison et qu'on demande quels sont les cas les plus fréquents d'aromovigilance, et bien voilà ce qui ressort. Et je comprends bien les patients, ça porte le même nom, c'est marqué la même chose sur la boîte. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Une tisane, ce n'est pas une huile essentielle. Donc prudence sur la façon dont vous allez utiliser vos huiles essentielles. Donc demandez toujours conseil à un spécialiste, un aromathérapeute bien formé pourra vous répondre, car l'aromathérapie est une discipline puissante qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Voilà, certaines peuvent être par exemple utilisées par voie orale, d'autres ne s'utilisent pas
par voie orale. Certaines peuvent être irritantes ou brûler la peau, donc on ne pourra pas les mettre sur la peau. Les essences exposent à un risque de photosensibilisation. Donc, je vous l'ai dit, pas d'exposition au soleil dans les 3 heures qui suivent l'application sur la peau. Et certaines présentent réellement, n'ayez pas peur, une toxicité avérée. C'est comme un médicament, ça veut dire qu'au-delà de la dose thérapeutique, il y a la dose toxique, et c'est là que surviennent les effets secondaires. Voilà. Donc dans notre livre, on est très content d'être les premiers à avoir traité l'aspect toxicologique des huiles essentielles, parce que c'est vraiment important. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise mal mon huile essentielle, et comment je fais pour limiter ma toxicité? Et bien pour repasser de la fourchette toxique à la fourchette thérapeutique, je baisse la dose ou je dilue sur la peau, tout simplement. Comment conserver ces huiles essentielles? Toujours dans des flacons en verre teinté, donc ambré, marron ou bleu, d'accord, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Bien fermer les flacons, puisque vous le savez, les huiles essentielles sont volatiles. Toujours dans leur double conditionnement pour les protéger de la lumière, donc dans le petit étui en carton ou en aluminium. Jamais à portée de main des enfants, soyez très vigilants par rapport à ça. C'est très important. Et puis, pas plus de 3 ans pour les essences, qui elles sont très très sensibles à l'oxydation, donc qui se périment réellement à la date qui est indiquée sur le flacon, alors que les huiles essentielles, si vous les conservez bien, se périment bien au-delà de la date qui est marquée sur le flacon. Elles se gardent à peu près au moins une quinzaine d'années, jusqu'à ce qu'elles deviennent résineuses. Donc, globalement, on peut les utiliser sur les 15 ans après leur utilisation. Ce que je vous propose pour se soigner naturellement, c'est de vous constituer une petite trousse de base avec 10 huiles essentielles. C'est un choix qui est vraiment objectif. Un autre exposant vous aurez sorti un autre choix. Mais voilà, avec ces huiles-là, on peut quasiment tout traiter. La première d'entre elles, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Bien connue aussi sous le nom de tea tree. D'accord? Donc c'est une huile essentielle que je vais vous faire passer. Donc c'est une des huiles essentielles les plus polyvalentes parce que c'est l'une des plus anti-infectieuses. Ça veut dire qu'elle détruit les bactéries. Elle détruit les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Donc si un jour vous avez une angine, eh bien pensez à l'arbre à thé. On n'est plus comme le médecin en train de se demander quelle est l'origine de l'angine. Est-ce que c'est une bactérie ou un virus? Est-ce que je donne un antibio ou est-ce que je dis au patient bon courage monsieur, ça va passer? On peut utiliser l'arbre à thé qui traitera les 2 agents pathogènes. À savoir que ça détruit aussi les champignons, bien pratique en cas de mycose, sur la peau, entre les orteils, sur les ongles, l'acné, etc. Donc c'est l'une des plus polyvalentes. On pourrait aussi l'utiliser comme vermifuge, ou par exemple pour traiter une gale. Donc c'est une huile qui s'utilise très bien par voie orale. Il n'y a pas de contre-indication à la diffuser, mais elle ne sent pas très bon, vous la sentez là actuellement. Et elle s'utilise très bien sur la peau, à condition de la diluer et d'éviter les usages répétés. Elle ne s'utilise pas 15 fois dans la même journée. On peut l'utiliser par exemple, voilà une autre illustration antivirale de l'arbre à thé, pour les boutons d'herpès. Vous voyez, c'est antiviral. Mais moi, je préfère une huile essentielle de la même famille botanique. C'est le niaouli, qui est tout aussi antiviral, mais qui fonctionne sur tous les stades de l'herpès et qui, en plus d'être antiviral, est cicatrisant. Voilà une autre illustration du fait que les huiles essentielles sont vraiment des outils pour une thérapeutique globale. Donc, par exemple, pour le cas de votre angine dont vous parliez, 2 à 5 gouttes, 3 fois par jour, de préférence diluée dans une huile végétale et par exemple sous la plante des pieds. Alors en fait, c'est vous ou l'aromathérapeute qui va choisir la voie d'administration. Classiquement, pour une angine, ce qu'on a envie de faire, c'est de la voie orale. Donc on va les avaler. Donc on peut utiliser 2 gouttes dans une cuillère de miel 3 fois par jour. Malgré tout, si le goût est trop désagréable, il est possible de les faire passer dans le sang, donc partout dans l'organisme, à travers la peau. Et la façon la plus appropriée, c'est de les diluer dans une huile végétale et de les appliquer sur la boule plantaire ou au niveau des poignets. Parce qu'ici, sur l'intérieur des poignets, la peau est très fine. Donc les huiles essentielles qui ont des molécules qui sont toutes petites vont très très bien passer par ce geste à travers la peau. Elles vont aller dans le sang et donc agir partout, y
compris au niveau de la gorge. Ça peut paraître un petit peu original, mais c'est pas plus original qu'avaler un comprimé qui va passer de la voie intestinale à la sphère oropharyngée. Et c'est vrai que l'application sur la plante des pieds, moi je crains souvent les odeurs des huiles essentielles. Je trouve qu'il y en a qui j'ai beaucoup de mal. Et ben c'est une façon de pallier cette question-là. Sous la plante des pieds, on ne les sent pas et elle marche très bien. Partout. Voilà. Ça passe partout, ça agit très vite. Pour ceux qui en doutent, si un jour vous voulez faire le test, massez 4 à 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sous la plante des pieds. Vous verrez que 10 minutes après, même pas, hein, vous avez la laine qui est parfumée à la menthe poivrée. Voilà. Comme a dit madame, au lieu de se laver les dents, on se masse les pieds. Voilà, ce qui permet aussi une bonne hygiène du pied, donc c'est pratique. Alors, la deuxième que j'ai choisi de vous présenter, c'est l'une de mes favorites, c'est la lavande vraie, qu'on appelle aussi lavande fine ou lavande officinale. Je vous en fais passer une très très bonne, c'est celle qu'on appelle AOP, appellation d'origine protégée. C'est la meilleure lavande du monde quand elle est bio et elle est française, bien sûr. Oui, alors sinon je répondrai à toutes les questions à la fin, d'accord Donc, c'est l'une des plus extraordinaires et je vais vous illustrer ça par un exemple. Je crois qu'aujourd'hui j'ai eu 5 questions sur le stand sur l'eczéma. J'ai un eczéma, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il faut utiliser de la lavande poivrée, de la lavande vraie. Pourquoi? Parce que c'est l'une des plus anti-inflammatoires, l'une des plus cicatrisantes, l'une des mieux tolérées aussi sur la peau. Elle peut être utilisée pure. Mais au-delà de ça, voyez encore que c'est une thérapeutique globale. La lavande fine est une huile qui est anxiolytique, qui apaise le stress. Et c'est ressorti là dans la presse il y a ces quelques jours, je ne sais pas pourquoi. Il y a une étude de 2013 qui prouve que la lavande officinale est étudiée scientifiquement et publiée scientifiquement, est plus efficace que le Valium ou que le Temesta. Vous voyez? Donc, c'est hyper anxiolytique tout en étant cicatrisant et anti-inflammatoire. Donc, vous savez que l'eczéma survient notamment en cas de stress ou d'anxiété, et donc que la lavande va agir de manière globale, en vous apaisant, en vous calmant, en vous relaxant, mais aussi en calmant l'inflammation qui est manifestée par l'eczéma, tout en vous cicatrisant. Alors, vous dites ça à un dermato, il est là, ah bon, mais alors il y a autre chose que de la cortisone? Et bien oui. Donc c'est l'une des plus polyvalentes, cicatrisantes, anti-inflammatoires, c'est aussi l'une des mieux tolérées. Là, pour le coup, la toxicité de la lavande de la lavande officinale est très très faible, et donc c'est l'une de celles que l'on peut conseiller par exemple chez l'enfant, pour les nuits agitées, l'anxiété, sachant aussi qu'elle maintient la concentration. Donc ça c'est intéressant quand on a des travaux intellectuels, des périodes de révision, etc. Elle vous détend, donc vous n'êtes pas stressé, vous êtes plus concentré et plus vigilant sur ce que vous faites. Ça c'est assez intéressant, notamment à l'hôpital où cette huile a été utilisée en simple diffusion. Comme les patients âgés de l'étude sont beaucoup plus vigilants, ils tombent beaucoup moins. Donc il y a beaucoup moins de fractures du col du fémur dans les services où on diffuse de la lavande. Vous voyez? Et enfin, c'est l'une de celles qui relâche très bien aussi les muscles contractés suite à un effort sportif, une contracture musculaire, un torticolis. Voilà une de celles qui fonctionne le mieux et qui est donc l'une des plus polyvalentes, qu'on pourra utiliser surtout en diffusion, principalement en massage et rarement par voie orale. C'est pas contre-indiqué, mais elle n'est pas très très bonne au goût. Voilà. Donc c'est l'une de celles que je préfère et que j'affectionne particulièrement. Alors je vous fais passer l'essence de citron. L'essence de citron, très intéressante. Pourquoi? Elle a surtout un tropisme hépatodigestif. Elle régénère et protège le foie. Elle traite la digestion, les excès alimentaires. Donc elle est digestive, elle est aussi anti-nauséeuse. Elle fonctionne très bien pour les nausées, donc aussi pour le mal des transports. Et elle a été testée en inhalation pendant la grossesse. Elle ne présente pas de toxicité, donc il n'y a pas de risque pour la femme enceinte qui l'inhale. Et donc elle peut l'utiliser pendant les 3 premiers mois de la grossesse. En inhalation, ça fonctionne très bien, comme pour partir par exemple en montagne, chez les enfants ou les personnes qui ont le mal des transports. Donc, le simple fait de l'inhaler, ou d'y poser 2-3 gouttes sur le tapis de la voiture, permet de traiter de manière très efficace
les nausées, voire les vomissements et autres troubles gastro-intestinaux. Elle fonctionne aussi très bien pour mettre de bonne humeur. Vous rentrez dans une pharmacie où on aurait diffusé du citron, ça sent bon, tout le monde est content. Tant mieux. Elle limite la fatigue et c'est aussi un très bon antioxydant. Le limonène qu'elle contient agit donc contre le vieillissement de l'organisme. C'est intéressant. Donc, on l'utilise pas encore, mais les études prouvent qu'elle pourrait être utilisée comme agent anticancéreux, puisqu'elle limite la prolifération de certaines tumeurs solides chez le rongeur. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là, mais on sait que demain, il y a un très gros potentiel sur l'essence de citron. Donc, aromatisez vos yaourts à l'essence de citron bio. Conseil du jour. La quatrième huile essentielle que j'ai choisi de vous faire passer, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc c'est un petit peu le citron pour les adultes, si vous voulez. Elle, par contre, elle a une toxicité qui est importante et qu'il ne faut pas négliger. Vous ne pourrez pas l'utiliser chez l'enfant jeune. Dans le guide Terre Vivante, vous verrez, c'est bien écrit dès 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle peut provoquer une crise d'asthme chez un enfant, elle peut provoquer des difficultés respiratoires, elle peut provoquer des convulsions. Chez une femme enceinte, prudence, elle peut interrompre une grossesse. Donc, prudence, quelqu'un qui vous demande une huile essentielle de menthe poivrée parce que voilà, j'ai des nausées, j'ai des vomissements, le premier réflexe chez une dame, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas une grossesse en cours? Et puis la patiente pourrait vous répondre ah ben si, mais de toute façon c'est naturel, donc je risque rien. Eh ben non, pas du tout. Donc, mon objectif, et celui de Françoise, c'est surtout de limiter le mésusage des huiles essentielles, et ça, c'est un état qui est courant. Donc soyez bien prudents. En dehors de sa toxicité, on peut l'utiliser par voie orale, pas en diffusion, puisqu'elle provoque des difficultés respiratoires ou des difficultés, des irritations du globe oculaire, donc elle fait pleurer. Donc on ne l'utilise pas tellement en diffusion, mais on l'utilise plutôt sur la peau, généralement diluée, et en petite quantité, et sur des petites surfaces. D'accord? Parce qu'en application concentrée sur une zone étendue, bien, on risque une hypothermie qui a déjà emmené certains patients jusqu'à un coma. Voilà. Donc vraiment prudence, les huiles essentielles, il faut savoir les utiliser. Alors en dehors de sa toxicité que je viens de vous illustrer, l'huile essentielle de menthe poivrée, par le froid qu'elle procure sur la peau, sert à soulager la douleur, comme les sprays, les bombes de froid, vous avez déjà vu ça chez les sportifs. Elle sert à calmer la démangeaison, elle est très décongestionnante, donc elle débouche le nez pour parler clairement. Elle sert à traiter la plupart des troubles digestifs ou hépatodigestifs, et elle redonne du tonus physique et psychique, donc elle vous redonne du dynamisme psychique, elle vous redonne la pêche, elle évite le coup de pompe après le repas. Mais prudence, pour limiter ou éviter sa toxicité, il ne faut pas l'utiliser, comme j'ai déjà entendu, tous les jours, en permanence, sans pause thérapeutique. Donc c'est jamais après chaque repas tous les jours, c'est jamais après chaque cigarette, d'accord? Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que cette huile essentielle s'accumule dans le corps, et par accumulation de petites doses, on arrive dans la fourchette toxique. Alors le Ravinsara, c'est l'huile antivirale par excellence. Ça, c'est un outil pour le pharmacien ou pour vous qui est majeur. Parce que des pathologies virales, au quotidien, on en a plein. Par exemple, les herpès, les zonas. Et la plus courante des pathologies, c'est bien sûr la grippe. Et des médicaments antiviraux pour cela à la pharmacie, on n'en a pas, ou très peu. Or, le Ravinsara est justement une huile qui détruit les virus, notamment celui de la grippe, qu'on va pouvoir utiliser soit par voie orale, soit par voie transcutanée pour la faire passer dans l'organisme, soit en diffusion pour assainir l'atmosphère. Elle fonctionne très bien, sa toxicité est faible. On peut l'utiliser à raison, par exemple, de 5 à 6 gouttes 3 fois par jour pur sur la peau chez l'adulte en traitement curatif. On peut aussi l'utiliser, par exemple, à raison de 2 gouttes pures sur les poignets tous les matins chez l'adulte, sauf le week-end, toujours pour éviter l'accumulation, pour booster l'immunité, donc en traitement préventif. Donc c'est une huile voilà, qui est intéressante, principalement antivirale mais également antibactérienne, qui
qui est anti-inflammatoire, qui est également antioxydant, qui fluidifie les sécrétions, donc qui aiderait dans le traitement d'une toux grasse, et qui, au niveau nerveux, va vous rééquilibrer en vous donnant du tonus le matin et en vous apaisant le soir. Alors, la 6e huile essentielle, c'est celle de géranium rosa. Géranium bourbon, finalement, c'est assez proche. Ce géranium, c'est vraiment l'huile de la peau. C'est une des huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour son action anti-âge, pour régénérer la peau. Mais au-delà de son action cosmétique, c'est une huile essentielle qui est assez extraordinaire. Pourquoi? Je vais vous dire, vous pourrez le voir dans le livre. Je me suis tranché le doigt avec un couteau. Donc là, c'est le genre de bonnes idées qu'on a. Tiens, j'ai un nouveau couteau en céramique, je vais couper le melon avec. Ah, le doigt aussi. Bon. Les pompiers qui arrivent, ma femme enceinte, du 9e mois. Au 9e mois, mon aîné qui me dit avec son camion de pompiers, ils arrivent les pompiers, ils arrivent. Et moi, effrayé, parce que je me dis, mon Dieu, mais je suis musicien et ça se trouve, je ne pourrai plus jamais jouer comme avant. Et donc, cette perspective, elle est quand même très effrayante. Donc, les pompiers arrivent, point de suture ou pas, ok, point de suture. Et je leur ai dit, bon, attendez, là, ça saigne vachement. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre de l'huile essentielle de géranium qui est dans la boîte qui est juste là, avec de l'huile essentielle de cyste. Ils m'ont dit, mais vous êtes sûr, parce que les huiles essentielles, c'est pas anodin quand même. Bon, écoutez. Donc, ils ont suivi mon conseil et ils ont pris donc une compresse sur laquelle ils ont mis 2 gouttes de géranium et 2 gouttes de cyste. Et là, le saignement s'est arrêté net. Voilà. Et pour les pompiers, si vous voulez, c'est assez extraordinaire de voir ça, d'autant plus que ça sent quand même assez bon. Ce n'est pas désagréable dans un camion de pompiers. Et puis, ils m'ont dit, mais ça, nous, on en aurait besoin tous les jours. Je dis, ben oui. Ils m'ont dit, bon, les huiles essentielles, pourtant, on n'en entend pas beaucoup parler. Je dis, ça dépend par qui, quand même. Donc, en fait, que fait le géranium quand on veut l'utiliser en thérapeutique? Il stoppe le saignement. On dit que c'est une huile qui est hémostatique. C'est une huile qui est antiseptique, donc en plus de ça, ça vous maintient la plaie au propre. Et c'est une huile qui est cicatrisante. Donc vous voyez, encore, comme ces huiles essentielles ont une action globale sur les soins, sur les plaies. Donc bien sûr, c'est une huile qui s'utilise par voie cutanée, pure ou diluée, pour l'enfant diluée. C'est l'une, bien sûr, des rares, et vous l'avez bien compris, qu'on peut utiliser pure sur les plaies ouvertes. On peut la diffuser pour son action anxiolytique, apaisante, et elle peut aussi s'avaler, à savoir qu'elle a plein d'autres actions. Elle est également antifongique, donc elle détruit les champignons, comme l'arbre raté. Donc du coup, on va pouvoir les utiliser en synergie, l'une et l'autre. Elle est anti-inflammatoire, et bien sûr, elle cicatrise la peau. Moi, quand j'ai montré ma plaie au chirurgien esthétique de l'hôpital, il m'a dit « Ah ben oui, là, la plaie, elle est parfaite, quoi. Elle est parfaite. » D'ailleurs, j'en ai rarement vu des comme ça, alors je lui dis, j'ai utilisé des huiles essentielles. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est un peu gras. Je dis, pas du tout. Pas du tout. Bon, pas me dire quelque chose. Ok, bon. Donc, attention, ça ne reste pas grave, toute la vie sur la peau. Alors, une autre huile essentielle que j'ai utilisée du coup après sur mon doigt, c'est l'hélicryse. Elle est super chère, mais elle est super miraculeuse. Celle-ci, je l'ai aussi utilisée sur mon doigt pour ma plaie, mais pas pour stopper le saignement, parce qu'effectivement, elle est très cicatrisante. D'accord? Elle marche particulièrement bien sur les plaies, sur la peau qui est en train de se régénérer quand la peau est un petit peu rosée. Là, vous voyez que ça cicatrise. C'est là qu'il faut utiliser cette huile essentielle qu'on appelle aussi immortelle. Il faut être prudent. Il faut qu'elle vienne de Corse. L'hélicryse qui vient des Balkans a d'autres indications. Donc il faut précisément demander de l'huile essentielle d'hélicryse bio de Corse. Elle est cicatrice, elle aussi elle est anti-âge, elle régénère la peau. Les patients ou les patientes qui l'utilisent en huile essentielle ou en hydrolat sur la peau l'ont remarqué, elle est miraculeuse pour les coupes roses parce qu'elle facilite la circulation. Donc elle fonctionne très bien aussi pour tous ces patients qui ont la maladie de Raynaud. Vous connaissez le sang qui ne circule plus dans les extrémités, très froid, le sang ne circule plus dans les orteils ou dans les doigts. Et bien là, 2 gouttes d'hélicryse corse pure sur les extrémités, le sang circule. Et ça, c'est miraculeux pour les patients, parce que le seul médicament qu'on avait pour ça a été supprimé il y a, je sais pas, 9 ans, un truc comme ça. Donc du coup, on n'a plus de médicaments pour ça. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est uniquement cette hélicryse corse. Par contre, vous donnez ça à un patient, alors là, c'est miraculeux. J'ai encore une patiente la semaine dernière qui est revenue me dire non mais ça marche, votre truc.
Et c'est tous les jours qu'ils en mettent tous les jours? Matin et soir, par exemple, en massage. Ma soeur a ça et ça m'embête. Voilà. Et puis surtout, c'est l'huile des ecchymoses, des bleus, comme elle fluidifie et qu'elle facilite la circulation du sang, s'il y a un hématome, elle va fluidifier la collection sanguine qui se crée sous la peau, et donc elle va résorber l'hématome. Et pour les sportifs qui l'ont déjà utilisé, ou pour les patients qui ont eu des coups, c'est 1000 fois l'arnica. Il faut l'avoir utilisé pour le dire, mais c'est réellement miraculeux. Et quand on l'utilise dans un gel ou dans une huile d'arnica, c'est encore plus efficace. Certes, ça sent pas très bon, mais le bénéfice est tel que... Voilà. Par contre, on ne l'utilisera pas chez des patients qui sont déjà sous fluidifiant sanguin. On va éviter une phlébite, par exemple, parce que du coup, elle fluidifie d'autant plus le sang. Alors, je vous la fais passer. Il est Chris Corse, un petit producteur local et bio. Et puis, je vous fais passer aussi la camomille noble en même temps. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà pris ce médicament qui s'appelle l'Atarax. Stress, anxiété, prémédication d'une intervention médicale. Demain, je vais chez le dentiste, je suis stressé. Le dentiste va vous prescrire de l'Atarax pour vous détendre. Et bien voilà, de l'Atarax naturel sans effet secondaire en gouttes. C'est très déstressant, c'est très apaisant. Et je me souviens d'une patiente qui un jour m'a dit, mais voilà, bon là, j'ai à passer un petit examen gynéco, un examen de routine, rien de bien grave, mais quand même, c'est la première fois, je suis un peu embêté, j'ai un peu peur. Et bien du coup, c'est vraiment le cas classique pour la camomille que j'ai associé à la lavande fine que je vous ai présentée tout à l'heure. Les deux sont très anxiolytiques. Vous vous rappelez, la lavande est plus anxiolytique que le Temesta ou le Valium. Simplement sur un mouchoir, 2 gouttes de chaque à inhaler à volonté. La patiente m'a dit, bon, moi j'ai arrêté un autre mélange parce qu'en arrivant chez le médecin, j'étais complètement... Donc du coup, ça s'est très très bien passé. Voilà comment on évite le recours aux anxiolytiques qui ont des effets secondaires. Voilà. Donc c'est une huile qu'on peut utiliser par voie orale, en diffusion, mais pas seule parce que là aussi elle sent pas très bon, ou sur la peau, pure chez l'adulte, diluée chez l'enfant. Chez l'enfant, c'est systématiquement dilué. Pour ses propriétés calmantes, apaisantes, elle est très relaxante, cette huile essentielle, y compris pour les muscles. C'est comme la lavande, elle agit au niveau nerveux, mais aussi au niveau musculaire en relâchant les fibres musculaires. Donc elle est antispasmodique, elle lutte contre les contractions musculaires. Elle est antalgique, elle calme la douleur, anti-inflammatoire, anti-allergique. Elle aussi, elle détruit les champignons. Donc vous avez vu, tout ont plusieurs indications. Alors il y a une autre lavande qu'il faut distinguer de la lavande fine, vraie, officinale, c'est la lavande aspic. Celle-ci, peut-être que vous la connaissez. Qu'est-ce qui la distingue de l'autre? C'est le fait qu'elle pousse en bas de la montagne. La lavande officinale, elle pousse en haut de la montagne, donc au-dessus de 800 mètres d'altitude, alors que celle-ci pousse en bas. Deuxième différence, la lavande fine porte des fleurs femelles et la lavande aspic des fleurs mâles. Donc évidemment, à 700-800 mètres d'altitude, le mâle va venir butiner la femelle, et donc il se crée des clones, les enfants, des mélanges du papa et de la maman. C'est ce qu'on appelle les lavandins. Ça, je ne sais pas si vous le saviez. C'est un mélange de la lavande officinale, fine ou vraie, et de la lavande aspic. Donc la lavande aspic, à quoi elle sert? C'est pas compliqué, elle sert à traiter tout ce qui pique. Vous l'aviez bien vu. Donc tout ce qui pique, piqûre d'insectes, mais ça on a quelques produits à la pharmacie pour ça. Mais dès qu'on a une piqûre d'araignée, scorpion, méduse, bon, sous nos tropiques, en France, en Afrique subsaharienne, je garantis pas. Mais en France, vous voyez, ça marcherait très bien dans un gel de Dapis par exemple, ou une huile végétale. Ça marche très bien pour calmer les démangeaisons et cicatriser la peau. Voilà, elle régénère la peau, mais attention, elle contient du camphre. Contrairement à la lavande officinale, vraie ou fine, donc son usage n'est pas possible chez l'enfant. On la réserve à l'enfant à partir de 7 ans. Donc pour les poux, on entend souvent, mais alors je prends quelle lavande là pour les poux? Vous prenez la lavande officinale. Attention, le lavandin, qui est un mélange du papa et de la maman, contient aussi du camphre, du coup. Donc le lavandin ou la lavande aspic, plus rarement utilisée pour les poux, c'est à partir de 7 ans. Prenez la lavande officinale, c'est la plus sécuritaire, elle fonctionne très très bien. En dehors de cela, elle est aussi antifongique, donc très cicatrisante, et elle est mucolytique,
et antibactérienne, anti-infectieuse. Donc elle assainit aussi très bien, notamment la sphère ORL, et en fluidifiant les sécrétions, eh bien, elle permet d'assainir, de traiter par exemple une sinusite. On pourrait l'associer avec une autre huile essentielle de la sphère ORL, qui est l'eucalyptus radié, par exemple. Et enfin, la dernière huile essentielle, c'est l'huile essentielle de mandarine verte. Alors j'ai un petit coup de cœur pour la mandarine verte, dont le parfum est un peu plus ensoleillé que la mandarine rouge. La mandarine verte est très apaisante, très déstressante. Son intérêt, c'est que, comparativement à la mandarine rouge, c'est qu'elle est digestive. La mandarine rouge ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est le stade de maturation du fruit. Vous prenez une olive verte, puis noire. Pour la mandarine, c'est pareil. Pour le citron, c'est pareil. C'est d'abord vert, puis coloré. Donc, l'huile essentielle, l'essence de lavande fine, l'essence de mandarine verte est très apaisante, très relaxante, et sa toxicité est très faible. Donc, on peut la conseiller chez les enfants, même jeunes, pour les troubles du sommeil, pour l'anxiété, pour se calmer, pour se relaxer. C'est un laxatif doux, donc elle a des propriétés bien sûr digestives, je vous l'ai dit, et elle fonctionne très très bien. Attention, ça reste une essence d'agrumes, donc pas d'exposition au soleil après son application sur la peau dans les 3 heures. Elle se diffuse et peut s'avaler, bien sûr, sans problème. Voilà. Donc, je vais terminer cet exposé par une citation du docteur Jean Valnet. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il a créé une gamme d'aromathérapie qui est toujours commercialisée. C'est un des pères de l'aromathérapie qui a dit il y a quelques années: la nature reste encore, et sans doute pour longtemps, le plus perfectionné de tous les grands laboratoires du monde. La suite de la citation, c'est que le docteur Valnet dit: et en plus d'être un super médecin, les huiles essentielles ne critiquent pas leurs confrères. Voilà. Donc un grand merci à vous. Donc tous les conseils, vous pouvez les retrouver bien sûr dans le guide Terre Vivante des huiles essentielles ou en ligne. Françoise et moi avons créé un site où vous pouvez nous retrouver si un jour vous avez envie de nous poser une question mais que vous n'êtes pas à nos côtés. Bien, il est possible que l'on puisse échanger malgré tout. Voilà, je termine en vous remerciant, en vous souhaitant très belle route.